Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pour lutter contre la malnutrition, le gouvernement avait besoin de 174 milliards de francs CFA pour son plan multisectoriel. Les partenaires ont répondu présent, mais avec plus de 187 milliards de promesses de financement. Une administration plus proche du citoyen, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme continue sa tournée, cette fois à Aboisseau. Objectif, rendre le foncier plus accessible. Et au Mali, une décision décriée. La dissolution des partis politiques ne passe pas. L'ONU demande une marche arrière immédiate. C'est une étape importante dans la lutte contre la malnutrition. Le gouvernement visait 174 milliards pour financer son plan multisectoriel. Les partenaires ont fait mieux, 187,5 milliards promis, comme nous le rapporte Pierre Dipomélin dans cet élément. 13 fiches projets, dont 4 sectoriels et 9 multisectoriels, qui ont été élaborés pour guider les partenaires dans leur mandat, afin de mieux contribuer au financement du plan. Succès total, avec la mobilisation de 187,5 milliards de francs CFA sur les 174 milliards attendus, soit une contribution financière de 108% selon le ministre en charge de la Santé. Le gouvernement est fermement résolu à faire de la nutrition un levier stratégique de répartition équitable des dividendes de la croissance. Le succès auquel nous venons d'aboutir est la parfaite illustration d'un partenariat de long terme avec les partenaires au développement, les organisations non gouvernementales internationales et nationales, ainsi que le secteur privé et les partenaires philanthropiques œuvrant dans l'alimentation, la nutrition et les secteurs sociaux. D'après les annonces, je me réjouis que celles-ci, enregistrées à ce jour, traduisent parfaitement l'adhésion pleine et entière de nos partenaires à cette initiative. Nous sommes à 108%, c'est-à-dire nous sommes à 175 milliards,5. Ce plan, sous l'autorité du vice-président de la République, a été adopté le 12 juin 2024 lors du Conseil des ministres. L'ouverture de cette table ronde sur le PNMN s'est faite plus tôt dans la matinée en présence du vice-président Tiemoko Meïle-Kone. Faciliter l'accès au foncier et au logement, c'est l'objectif de la caravane du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour sa 4e édition. Elle s'est installée à Aboisseau, un moment d'échange direct, comme nous le rapporte Nadja Edja et Zécré Joseph dans ce reportage. En José, rencontre des difficultés pour poursuivre le chantier de construction d'une maison dont les travaux ont été suspendus. Grâce à la 4e édition de la caravane MCLU, couplée de journées d'information et de réclamation, elle a pu se renseigner sur la procédure à suivre. C'est une occasion en or que l'État vraiment nous a permis d'avoir ce matin. Ils m'ont donné toutes les démarches à faire pour pouvoir avoir ce document précieux. Organisée sur 2 jours, cette caravane a permis de répondre aux questions de foncier, d'urbanisme et logement. Cela à travers des panels animés par les experts du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'agissait pour nous, à l'occasion de cette caravane, de nous ouvrir aux populations pour échanger sur un certain nombre de thématiques qui concernent l'ensemble de nos domaines d'action, à savoir le foncier et l'urbanisme, la construction et la maintenance, ainsi que le logement et le cadre de vie. Venues massivement au lancement officiel de cette caravane, les populations ont pu en savoir davantage sur les différentes réformes, dont l'attestation de droit d'usage coutumier, sur laquelle est maintenue la signature des chefs de village. Le ministre s'est déplacé, il est venu, il a expliqué. Nous avions bien compris. Ça n'enlève en rien au chef du village. Le chef est le garant de toute la communauté. Donc si le chef pose sa signature, je pense que c'est normal. Dans le temps, les gens signaient comme ça, d'autres faisaient autre chose. Mais maintenant, je pense que nous avons compris. Face aux populations du Sud Comoé, le ministre a tenu à réaffirmer son engagement à œuvrer pour la sécurisation du foncier. Nous irons jusqu'au bout dans ce processus de sécurisation du foncier en Côte d'Ivoire. Nous irons jusqu'au bout du processus de sécurisation des nouvelles demandes. Nous irons également jusqu'au bout du traitement
de toutes les demandes anciennes qui seront portées à notre connaissance. Donc je vous rassure, il n'y a pas recrudescence des litiges fonciers. Bien au contraire, aujourd'hui nous disposons d'une cartographie claire des risques. La sécurité et la modernisation du cadre bâti, ainsi que les efforts de lutte contre les effondrements ont été rappelés par Bruno Nabagné-Koné. Le nombre d'effondrements d'immeubles qui était de 11 en 2020 est passé à 3 en moyenne au cours de ces dernières années. En politique, Tchétché Abiy-Charles, délégué départemental de Gagnoa 5, était face à la presse ce vendredi. Il dénonce ce qu'il appelle une élection éclair de Tidjane Thiam lors du dernier congrès du PDCI-RDA. Il réclame la tenue d'un nouveau congrès, cette fois dans le strict respect des textes du parti. Le récit de Pierre Dipoumela. La crise au sein du PDCI-RDA est bien loin d'atteindre son épilogue. Moins de 24 heures après la démission de Maurice Kakougikawe de son poste de conseiller du président, Cheikh Tidjane Thiam, c'est un délégué départemental, notamment de Gagnoa 5, qui fustige la direction du parti. Il dénonce un manque de transparence et le non-respect des textes qui régissent le parti. Nos aînés, à qui nous faisons confiance, nous ont trompés. Ils ont trompé les militants. Aujourd'hui, les militants sont déboussolés. Tchétché Abiy-Charles, se réclamant membre du bureau politique, appelle à la démission du président du parti, pourtant élu à plus de 90% au cours des 2 congrès en 2 ans. Le délégué départemental de Gagnoa 5 appelle l'organisation d'un autre congrès électif. Il faut un nouveau congrès qui va être organisé dans les normes, selon nos tests, pour qu'on sauve notre parti. Parce que le président Houphouët-Boigny nous a laissé un parti construit avec tous les tests qu'il faut. Le président Bédié a fait en sorte de consolider ces tests. Nous ne pouvons pas insulter la mémoire du président Henri Konan Bédié, qui a tant fait pour le PDCI-RDA. Cette sortie de Tchétché Charles en rajoute à une crise déjà grave au sein du vieux parti, à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et il aura fallu 2 ans de travaux, mais le résultat est là. L'échangeur du carrefour Faya est enfin ouvert à la circulation. Une bouffée d'air pour les automobilistes d'Abidjan, comme en témoigne ce reportage de Moussani Kema, Mina Touré et Tanguy Kona. Avec ses 2 fois 3 voies sur 190 mètres de long et plus de 22 mètres de large, l'échangeur du carrefour Faya marque une avancée majeure dans le plan de mobilité urbaine du Grand Abidjan. L'objectif, désengorger ce point de friction stratégique longtemps redouté aux heures de pointe. Les automobilistes saluent un soulagement attendu depuis longtemps. Avant, à cause de l'embouteillage, il a refusé des clients ici, il a refusé des commandes ici. À cause de l'embouteillage, de l'ampleur de l'embouteillage. Donc là, c'est un peu ça. Maintenant, c'est pratique. Les voies secondaires vont être utilisées par des voitures de recours qui vont dans le centre de le quartier. Et ceux qui vont en direction vont prendre la direction directe, ça permet de fluidifier la circulation. On avait peut-être 2 km de bouchons, mais aujourd'hui ça circule parfaitement. Hier soir par exemple, j'étais en train de rentrer et j'étais étonné de voir que mais la voie elle est dégagée même. J'ai dit mais purée. L'embouteillage a diminué. Bon, actuellement c'est au niveau des après barrages qu'on retarde un peu, sinon c'est bon. Les piétons, eux aussi, se réjouissent de cette ouverture qui facilite leur déplacement quotidien. Bon, environ 2 heures d'embouteillage, tout ça d'ici après barrage, Faya après barrage. Donc maintenant finalement ça réduit maintenant 1 heure parfois, ça va. Mais pour faire les ressorties là, il n'y a pas de finition après barrage, c'est encore plus long encore. Avant il y avait trop d'embouteillages, les voitures, les barrages, nous-mêmes piétons même pour passer même souvent, mais c'était un problème. Maintenant, Dieu a fait nos nouveaux points échangés là, ça a reçu. Les conducteurs de moto aussi n'ont pas caché leur joie, même s'ils souhaiteraient également avoir des pistes dédiées. J'ai refusé beaucoup de clients parce que c'est avec l'heure que nous on travaille. Donc si l'heure passe, ça nous pénalise. Ouais, non. Donc on est obligé, on annule à cause de l'embouteillage pour ne pas passer. Mais maintenant, comme c'est bien fait, et puis on est là, on va circuler comme on veut. Donc on veut voie spéciale pour moto aussi, mais nous les motos là on vole les places de leurs voitures un peu pour se débrouiller pour passer. Mais on sait que c'est un peu de danger, mais on ne sait pas si le gouvernement aussi peut voir ça
de nous voir ça aussi. Mise en service le 15 mai, l'échangeur inclut aussi une voie centrale réservée aux futurs bus rapides, Transit BRT, signe d'une ambition à long terme pour une mobilité plus structurée. D'autres chantiers sont en cours de réalisation sur la même voie, notamment celui du carrefour appelé communément après barrage. Ces infrastructures devront permettre une meilleure fluidité de la circulation dans le Grand Abidjan. Moderniser les services publics, c'est en marche. Le ministère des Transports a inauguré à Yopougon la première agence digitale du centre de gestion intégrée, un modèle appelé à se multiplier. Reportage de Moussa Nikema, Nina Touré et Karine Kassi. Le centre commercial Cosmos de Yopougon accueille la toute première agence digitale du centre de gestion intégrée, un espace moderne opéré par Kipux Afrique. Les automobilistes peuvent désormais effectuer plusieurs démarches administratives en toute autonomie, permis de conduire, carte grise ou paiement d'amende grâce à des bornes interactives. Cette plateforme vous permet également d'avoir en temps réel votre capital de points au niveau de votre permis de conduire. Vous avez la possibilité d'initier depuis votre domicile, votre bureau, votre téléphone portable, toutes les démarches en relation avec l'administration des transports, mais surtout prendre rendez-vous en ligne et accéder à une borne ou une tablette en libre service 7 jours sur 7 pour finaliser vos démarches avec l'administration des transports. Présent au nom du ministre des Transports, Kadio Ngueta précise les objectifs assignés à cette nouvelle agence. Cette initiative, signe d'une administration de proximité réactive, simplifiée, connectée et inclusive, réaffirme notre engagement commun à inscrire le département des transports dans l'ère du numérique. Un modèle appelé à se déployer progressivement sur l'ensemble des 41 centres de gestion intégrés que compte le pays pour répondre aux attentes d'une population de plus en plus connectée et exigeante en matière de services publics. Des manœuvres en mer pour mieux protéger les côtes. L'exercice Obangamé Express 2025 s'est achevé à Abidjan avec des partenaires venus de toute la région. Les détails de Moussa Nikema, Nina Touré, Tanguy Konan. Pendant environ 2 semaines, la Côte d'Ivoire a été au cœur de l'exercice annuel maritime Obangamé Express 2025. Organisé avec le soutien de la marine européenne et américaine, Obangamé Express vise à renforcer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée à travers la mise en application des accords maritimes de l'architecture de Yaoundé. Il a mobilisé environ 200 personnes issues de la marine nationale, de la gendarmerie, des douanes et de l'armée de l'air. Nous pouvons dire que c'était autant de situations qui ont été jouées pour entraîner le personnel à faire face à des actes délictueux en mer et à des menaces de sécurité maritime. Les points de satisfaction étaient nombreux et parmi lesquels le bon niveau d'engagement du personnel, le déploiement réussi des équipes de visite, le survol réussi du King Air et la capacité à établir une liaison en temps réel avec le navire sur place. La phase pratique lancée le 5 mai a porté entre autres sur la lutte contre le narcotrafic et la pollution marine pour s'achever le 15 mai. Cet exercice n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Les activités illégales telles que le trafic, la piraterie et la pêche illégale non déclarée, non réglementée menacent la sécurité maritime de la Côte d'Ivoire et son économie qui dépendent largement de l'océan et l'économie de l'océan. Le bilan général est plus que satisfaisant. Des jalons importants ont été franchis en termes de partage d'informations, d'interopérabilité et d'efficacité tactique et surtout de diplomatie navale. La Marine nationale ivoirienne se réjouit de pouvoir partager son expérience avec les marines sœurs de la sous-région. En tirant les leçons de cet exercice, la Marine nationale entend affiner ses réflexes et consolider sa coopération
avec les acteurs régionaux, car selon le directeur de cet exercice, face aux menaces en mer, la réactivité et l'unité restent les meilleurs boucliers. Le football au service du développement rural à Grand Laou, un nouveau stade va bientôt voir le jour. On en sait plus avec Salif Yalekwe et Fulgence Kissidou. Bientôt, un terrain de football et des vestiaires dans le village d'Aouanou, à Grand Laou, région des Grands Ponts. Ce projet a fait l'objet d'une signature entre la Fondation Sportify, capitale, et l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Un projet qui permettra aux jeunes de ce village et des zones environnantes de mieux s'épanouir, développer leurs talents. Il y a beaucoup de jeunes talents à l'intérieur du pays et dans les contrées éloignées qui ont de l'endurance et physiquement ils sont très au top. Les talents du Sud, ils sont techniquement forts et tactiquement. Mais physiquement, il y a moins de progrès et nous voulons faire ce mélange de deux talents pour pouvoir donner une très belle équipe nationale à la Côte d'Ivoire. Et la particularité de ce projet, chaque fois que nous allons construire un terrain de football, nous allons prendre 2 jeunes de ces villages pour venir les former au campus Belfica pour qu'ils passent relayer cette formation dans ces villages. Et ça sera partout, dans toute la Côte d'Ivoire. À travers cet acte, l'ambassade entend renforcer sa coopération bilatérale avec la Côte d'Ivoire, notamment à travers la mise en œuvre de ce projet qui s'inscrit dans le cadre du développement du secteur sportif. C'est vraiment pour nous qu'on commence maintenant à développer et à essayer d'intensifier notre coopération bilatérale entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et en plus, cette fois-ci, ça me tient à cœur parce que c'est un projet au niveau du sport. Et vous tous, on tous sait l'importance que le sport et le football notamment a pour le Portugal. Je crois que ça serait très bien de pouvoir donner aux jeunes de cette communauté, ce village, la possibilité de jouer le foot dans un terrain et aussi pour l'éducation et aussi de promouvoir d'autres activités sur ce même terrain. Le projet Benfica Campus Côte d'Ivoire, implanté à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a déjà permis de détecter une centaine de footballeurs ivoiriens actuellement en formation. Ce nouveau stade vient renforcer l'ambition de structurer le football de jeunes en Côte d'Ivoire avec des infrastructures adaptées. La pose de la première pierre est prévue pour fin juin. Et dans l'actualité internationale, l'ONU appelle les autorités maliennes à faire marche arrière. Le haut-commissaire aux droits de l'homme demande l'annulation du décret qui dissout les partis politiques. On écoute les précisions de Nadja Edja dans ce récit. Le président de la transition doit abroger ce décret draconien et toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière de droits humains. Telle est la décision prise par le haut-commissaire Volker Turk à l'endroit du Mali. La nouvelle a été rendue publique dans un communiqué publié ce vendredi. Cette décision des Nations Unies intervient après la dissolution par la junte au pouvoir des partis politiques. Ces derniers avaient organisé une manifestation le 3 mai à Bamako pour réclamer le retour des civils au pouvoir. Selon le HCR, au moins 3 membres de l'opposition ont été arrêtés à la suite des manifestations. La chaîne de télévision française TV5 Monde a aussi été suspendue jusqu'à nouvel ordre, accusée d'un manque d'impartialité. Les militaires sont au pouvoir depuis 2 coups d'État en 2020 et 2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche à 18h30 dans NCI Reportage. Bon week-end à toutes et à tous.